Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui sont restés avec nous, bonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cette 5e édition d'Emerging Valley qui va maintenant porter d'enjeux sur l'environnement, d'enjeux sur la biodiversité, le temps des solutions 2.0 fondées sur la nature, comment l'Afrique et l'Europe peuvent innover ensemble pour régénérer la biodiversité. Nous avons la chance, cette plénière portée par le département des Bouches-du-Rhône, en présence du vice-président du conseil départemental Didier Réau, d'avoir la présence de son Excellence Madame la ministre Lydie Béa-Sembda, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Tchad, que je vous demande d'applaudir, et qui est venue depuis N'Djamena pour participer à cette plénière et qui va nous rejoindre. Madame la ministre. Je vous demande également d'applaudir sous vos applaudissements M. Didier Réau, qui est le vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, délégué à l'agenda 2030 aux solutions fondées sur la nature et aux risques majeurs. Je vous demande également d'applaudir et d'accueillir Mme Corinne Brunon-Meunier, qui est la directrice générale, M. Réau, bienvenue, directrice générale déléguée de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, sous vos applaudissements. Je vous demande également d'accueillir Mme Patricia Ricard, qui est la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Merci Patricia. Également Ange Frédéric Balma, qui est le fondateur de Lilifed, qui vient d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Cher Ange, bienvenue. Je vous demande d'applaudir Ange. Et enfin, est-ce que nous avons Sarah Toumi en direct? Sarah, est-ce que tu nous entends? Sarah, qui est la coordinatrice de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. Ah, je crois que Sarah... Il y a un petit bug. Ah oui, Sarah, oui. Je te reconnais là. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Eh bien, Sarah est avec nous. Bonjour. Et elle va pouvoir partager l'expérience de la Grande Muraille Verte dans quelques minutes. Alors, au lendemain de la pandémie internationale de la Covid-19, face à la multiplication des aléas climatiques, sanitaires, la mobilisation générale a rencontré un écho en faveur de l'environnement, a rencontré un écho plus haut sommet, puisqu'elle était notamment à l'agenda du congrès UICN qui a eu lieu début septembre à Marseille, mais aussi du One Planet Summit qui a été organisé au Palais de l'Élysée le 11 janvier 2021. D'ailleurs, je rappelle que cette édition d'Emerging Valley est sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. Et un des thèmes qui a émergé, un des nouveaux concepts dans lequel le continent africain est leader et peut inspirer d'autres régions du monde, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme qui met le vivant et les solutions au cœur des réponses à apporter aux défis de notre temps, aux défis du monde contemporain. Comment on peut concilier les systèmes biologiques et le digital? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature pour trouver les solutions? On a vu les incendies en Méditerranée, on voit aujourd'hui le dérèglement climatique. Comment on peut mettre la nature de notre côté comme allié avec le digital pour trouver des solutions? Et pour travailler sur ce sujet, eh bien, hier, au Palais du Pharaon, s'est tenu un lab de co-construction avec toi, Ange, avec Patricia, avec l'IRD, avec, bien entendu, le département des Bouches-du-Rhône, sur comment le biomimétisme, comment les solutions fondées sur la nature qui peuvent apparaître sur le continent africain peuvent inspirer demain l'Europe et comment faire mieux circuler ces innovations entre les deux continents. Et bien entendu, les restitutions de ce lab vont être faites par Didier Réau et par Patricia. Patricia qui était notre vigie hier, qui était avec nous, avec Ange, qui ont brillamment participé à l'animation de ce lab et qui pourront partager leur expérience et voir aussi qu'est-ce qui a ressorti de ce lab où il y avait de nombreux incubateurs et start-up africaines. Mais la première question, Excellence, Madame la Ministre, elle est pour vous. Madame la Ministre, vous nous faites donc l'honneur aujourd'hui d'être à Marseille. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les grands défis environnementaux auxquels le Tchad fait face aujourd'hui? Quelles actions sont développées aujourd'hui par le gouvernement du Tchad sur le volet de la recherche scientifique et de l'innovation pour protéger la biodiversité et être aussi un modèle pour l'ensemble du continent? Merci, Monsieur Samir. Je voudrais, avant tout propos, saluer tous les participants ici présents et exprimer ma joie de participer à ces échanges aussi importants pour le continent africain, mais en particulier
en ce qui concerne mon pays et le Tchad. Je pense que cette initiative est à saluer et nous lui souhaitons longue vie. Pour revenir à la question, je voudrais d'emblée dire que je viens du Tchad, un pays qui fait partie de la zone sahélienne et d'une superficie d'1 284 000 km², mais qui est configuré comme suivant: 10% de zones soudaniennes, 43% de zones sahéliennes et 47% de zones sahariennes. Et le Tchad dispose d'importantes potentialités en matière de biodiversité. Et aujourd'hui, le Tchad est considéré comme l'un des pays qui a le plus important potentiel dans la zone saharienne. Cela est témoigné par le réseau important des aires protégées. Nous avons au moins une dizaine d'aires protégées qui incluent 3 parcs et 7 réserves de faune. Mais en même temps, le Tchad n'a pas fini d'explorer ses potentialités en lien avec la biodiversité. Il y a encore un travail à faire pour pouvoir compléter cet état des lieux. Ce qui est important pour le Tchad aujourd'hui, c'est que en matière de conservation de la biodiversité, le défi majeur, c'est la vulnérabilité climatique et la vulnérabilité environnementale. Il se trouve que les études ont mis en exergue qu'il y a une forte variabilité au niveau climatique en ce qui concerne la pluviométrie, et cette variabilité va continuer jusqu'à 2020-2030. Et donc, c'est un défi majeur. Le deuxième problème, c'est aussi l'augmentation de la température de 1 à 2 degrés, qui constitue aussi une problématique majeure pour le Tchad. À cela, on associe le fait que de plus en plus, il y a une occupation du sol par les exploitations agricoles. Évidemment, le Tchad est un pays à vocation agro-silvo-pastorale, et donc l'occupation liée à la pression démographique fait qu'il y a une pression sur les ressources. Et donc, la prédation antrophique est très élevée. Aujourd'hui, il est établi en 38 ans, de 1975 à 2013, il y a eu une perte de la savane de 17%, ce qui signifie que l'occupation des terres agricoles a triplé, et d'autre part, il y a 22% de zones sablonneuses, donc une dégradation intense de l'écosystème. Ce qui induit donc un besoin important de préservation écologique des milieux en vue d'une plus grande résilience au changement climatique. Et les paysages agro-silvo-pastoraux méritent d'être protégés. Alors le Tchad fait partie d'un ensemble de pays en Afrique, notamment la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Le Tchad fait partie aussi du SILS, qui est un pays sahélien. Alors, pour pouvoir faire face à ces défis de la vulnérabilité environnementale et climatique, le Tchad, évidemment, est sur une approche sectorielle. Et cette approche sectorielle inclut les instruments internationaux de conservation de la biodiversité, notamment la convention qui concerne la diversité biologique, la lutte contre la désertification, le cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, mais aussi plusieurs stratégies et plans nationaux visant à réduire les effets du changement climatique. Et donc, les instruments juridiques majeurs sont 2 lois qui, l'une porte sur les principes généraux de la protection de l'environnement et une seconde portant sur le régime des forêts, de la faune
et des ressources halieutiques. Moi, je pense qu'à ce niveau, le Tchad travaille avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des réponses à la dégradation des écosystèmes. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'entre 1983 et 2010, il y a eu plusieurs projets en faveur de la maîtrise d'eau, parce que lorsqu'on est dans ces milieux, le premier besoin, c'est la maîtrise d'eau. Et donc, il y a eu plusieurs projets qui ont été mis en œuvre, pratiquement une centaine. Il y a aussi cette politique visant à restaurer les sols dégradés. Et donc, je pense que tout à l'heure, il y aura une intervenante sur l'agence de la muraille verte, j'y reviendrai. Tout à fait. Mais en même temps, il y a toutes ces actions et programmes des partenaires pour réintroduire les oryx, mais les idax, dans une des réserves importantes de Wadi Rimé Hachim. Donc voilà, de façon ramassée, les efforts du Tchad à l'heure actuelle aussi pour participer à la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense qu'on peut l'applaudir très chaleureusement pour cette introduction. Le Tchad, vous l'avez dit, est au cœur notamment d'un dispositif phénoménal qui s'appelle la Grande Muraille Verte. Nous avons la chance d'avoir en direct des Nations Unies la coordinatrice de la Grande Muraille Verte et de son accélérateur, Sarah Toumi. Mais avant de revenir sur ce sujet plus précisément, j'aimerais revenir quand même sur la séance de travail que nous avons fait hier. Et pour cela, et avant de passer la parole à M. Didier Réau, j'aimerais me tourner vers toi, Patricia. Tu as été hier notre grand témoin et notre vigie durant ce lab de co-construction sur le biomimétisme, qui a réuni une vingtaine de participants, dont une moitié de start-up africaines, dont Ange, tu étais parmi nous, des chercheurs et aussi des acteurs du territoire, comme l'Association française internationale des forêts internationales et méditerranéennes, qui est basée ici dans les Bouches-du-Rhône, et des représentants du département. Ma question, donc tu as été, comme à ton habitude, Patricia, très active lors du lab. Que peux-tu dire du potentiel des innovations biomimétiques et des solutions fondées sur la nature en matière de biodiversité? Et est-ce qu'on peut revenir sur les inventions biomimétiques qui t'ont particulièrement frappé, notamment en lien avec la sauvegarde de la mer, de l'océan? Je sais que le lab a beaucoup parlé de la forêt, de la Grande Muraille Verte. Monsieur Réau pourra revenir dessus. Mais qu'est-ce qui t'a frappé sur cette nouvelle approche? Le nouveau paradigme, c'est mettre la nature au cœur de l'innovation. Bonjour à tous et bravo encore Samir pour ce formidable Emerging Valley. Ce qui m'a frappé hier, c'était déjà qu'il y avait déjà une adhésion et un consensus. Donc là, on fait quand même, ça veut dire que ces sujets-là ont beaucoup avancé. Derrière la biodiversité et derrière le biomimétisme, il faut penser service écosystémique. Je sais qu'on sort d'un panneau où on parle de finance et d'économie, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'économie sans biodiversité. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de... Voilà. Beaucoup de pans d'économie reposent sur la biodiversité et sur les services écosystémiques que les espèces et les écosystèmes offrent aux sociétés humaines. On peut dire en fait que le vivant est vraiment notre instrument de survie, notre base de vie. On voit aujourd'hui aussi, grâce à la science, grâce à la capacité d'aller jusqu'à l'échelle du nano, on comprend mieux aujourd'hui le vivant. On comprend comment la nature va fabriquer ses matériaux. On commence à voir comment, par exemple, les insectes ont des aptitudes incroyables. Voilà. Donc, en fait, en plongeant dans la connaissance du vivant et en étant dans l'interdisciplinarité, on arrive à trouver aujourd'hui des innovations de rupture tout à fait remarquables. Et surtout, on se rend compte que le vivant est éminemment durable. C'est-à-dire que dans le biomimétisme, il est inclus le fait que toute innovation doit s'inscrire dans la durabilité. Alors hier, nous avons tourné autour de quelque chose aussi qui a beaucoup à cœur à l'IRD, qui s'appelle les sciences de la durabilité. Et en fait, aujourd'hui, la feuille de route de tous les pays et de tous les continents, c'est comment rester sur Terre, si possible au sec, en limitant nos émissions carbone et en arrêtant le plus rapidement possible l'érosion de la biodiversité.
Et en fait, on se rend compte que c'est le vivant qui peut nous donner les meilleures solutions. Des approches écosystémiques pour travailler ensemble, des méthodologies incroyablement sobres en carbone. Le vivant est très sobre dans sa consommation de carbone. Si vous regardez une termitière, par exemple, les termites, elles ont inventé l'air conditionné il y a presque 1 million d'années. Tout simplement en faisant circuler l'air froid du sol et l'air chaud de la colonne de leur habitat. On va se rendre compte aussi qu'en innovation technique, aujourd'hui, les pales des éoliennes, elles vont être soit inspirées des nageoires des baleines, soit des oiseaux, parce que qui, plus qu'un oiseau ou une baleine, a besoin de portance en limitant la consommation d'énergie. Donc voilà, donc on se rend compte qu'à partir du moment où on commence à regarder le vivant comme du data, on arrive à avoir des informations tout à fait extraordinaires. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, nos économies s'inscrivent dans une approche qui a été totalement aiguisée par l'excellence de la mathématique et de la physique. Or, le vivant, c'est la physique, mais la biologie et la chimie. Il n'y a pas aujourd'hui de biologistes dans les entreprises, il n'y a pas de biologistes dans les conseils d'administration ou chez les banquiers. Et ça, c'est probablement... ça va être la vraie rupture, ça va être de regarder le vivant non plus comme quelque chose qui peut être émotionnel, qui peut être juste qu'il faut garder par éthique, mais regarder le vivant comme une source de data, comme la bibliothèque de l'innovation de demain et d'adaptabilité au changement climatique, ça devrait changer la donne. Voilà, et en tout cas, la séance de travail d'hier a été tout à fait formidable. Voilà, et il faut juste... qu'on apprenne à travailler ensemble. Et un tout petit dernier mot, aujourd'hui on voit qu'il y a des structurations de projets qui sont très très efficaces. C'est ce qu'on appelle le carré magique, et j'ai la chance de collaborer avec l'IRD sur ce sujet. C'est-à-dire que si vous arrivez à embarquer une université, une entreprise, un territoire ou une institution politique et une ONG, vous arrivez à faire vraiment des miracles. Voilà, l'université pour l'acquisition des connaissances et la diffusion, et la formation au métier de demain, l'entreprise pour le déploiement du projet et la pérennité économique, l'ONG pour faire le lobbying et éventuellement le saut réglementaire, puisque c'est aujourd'hui les ONG qui font bouger les réglementations. Et puis forcément, évidemment, un territoire, une institution pour avoir le portage politique et l'accompagnement nécessaire. Voilà, donc il y a énormément de solutions du côté du vivant. Voilà, et surtout, toujours ne pas oublier qu'il faut à la fois protéger la biodiversité, le climat et l'océan. Si on arrive à remplir ces 3 objectifs, on aura un futur un peu meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Patricia pour son sentiment. C'est M. Réau qui va faire la restitution. Et avant de vous passer la parole, Monsieur le Vice-président, j'aimerais avoir le sentiment, Ange, de ton ressenti de ce lab. Qu'est-ce que une délégation ivoirienne très importante est venue à Emerging Valley, une quinzaine d'entrepreneurs, dont une bonne partie a participé à ce lab d'intelligence collective. Quels apports vous avez pu apporter en termes de réflexion, et qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce travail de co-construction? Qu'est-ce qui a émergé selon toi? Bonjour Samir, merci pour l'invitation et surtout pour la Côte d'Ivoire qui est payée à l'honneur à ce sommet d'Emerging Valley. Effectivement, nous avons participé au lab hier et ça a été vraiment des échanges de haut niveau sur les solutions. On a décidé de mettre les startups au cœur justement des solutions qu'on proposera désormais pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre également l'implication des personnes et des solutions à l'usage justement quotidien. Mais également aussi, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin, de pouvoir réunir sur les mêmes tables à la fois les investisseurs, les financiers, les ONG, les structures, les institutionnels et les startups d'une partie, pour permettre exactement de pouvoir arriver avec des solutions clés, des solutions basées sur à la fois les formes, que ce soit sur les procédures, sur également les usages. Donc nous, avec notre solution Lifilet, déjà, on avait anticipé cette démarche-là il y a 6-7 ans, en se basant sur la transmission de données par la lumière, mais également aussi en utilisant les moyens d'échange des lucioles pour pouvoir communiquer entre les ampoules, puisque avec le scintillement et le clignotement des lucioles, on arrive à communiquer. Et pour nous, c'était vraiment des échanges de haut niveau qui ont permis vraiment aux sorties de là, avec le vice-président qui permettra de pouvoir donner la restitution de ce qui a été dit, de la structuration et ensemble des engagements et surtout du next step, parce qu'on s'est promis une chose,
de sortir de là avec vraiment un projet établi, avec des actions qui nous permettraient d'arriver réellement à réunir un collège d'actions pour arriver véritablement à des solutions pour lutter efficacement contre l'ensemble de ces problématiques qui ont été énoncées. Merci beaucoup, Ange. On peut applaudir Ange pour son témoignage. Monsieur Réau, ce sera bientôt à vous. Je vais quand même finir ce tour de table avec Madame Corinne Brunon-Meunier, qui est la directrice générale déléguée de l'Institut de recherche pour le développement, qui a envoyé plusieurs chercheurs à ce lab. Et j'ai une question, parce que vous êtes vraiment au cœur des enjeux qui nous animent. On parle de biomimétisme, on parle de solutions fondées sur la nature, qui est d'ailleurs le titre de votre délégation, Monsieur le Vice-président, on parle de digital. L'IRD a été pionnière aussi dans ce domaine avec une application, PlanteNet, qui aujourd'hui a récolté des métadonnées à un niveau inconnu, c'est-à-dire que c'est plusieurs millions de data qui ont été récoltées pour préserver l'environnement, notamment les plantes dans la nature. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette vision de l'IRD? Comment est-ce que vous avez pu, il y a 10 ans, avoir ce déclic de vous lancer dans le développement de cette application qui aujourd'hui participe concrètement à protéger l'environnement? Merci Samir. Alors d'abord, encore une fois, merci d'avoir associé l'IRD à Emerging Valley. L'IRD qui a son siège national ici à Marseille, qui travaille avec les acteurs ici, mais aussi bien entendu avec tous nos partenaires africains. Et comme cela a été dit, il faut à la fois marier donc les solutions qui émergent de la nature, mais aussi les solutions digitales. Alors PlanteNet en est une illustration, c'est une plateforme participative de collecte, de production, d'agrégation, d'observation botanique par reconnaissance visuelle. Très concrètement, voilà, vous, avec votre smartphone, vous allez poser votre smartphone sur une plante et qui va permettre donc de récolter toutes ces données. Aujourd'hui, cette plateforme qui a été à l'origine portée par 4 institutions, dont l'IRD, le CIRAD, l'INRIA et l'INRA, donc des instituts de recherche français, mais aujourd'hui qui s'est donc étendu, eh bien, permet de collecter beaucoup de données sur la flore sauvage. Aujourd'hui, cette application travaille sur l'ensemble des continents pratiquement, et puis au-delà de la flore sauvage, permet aussi de collecter des données, y compris sur des plantes agricole, entre guillemets, et donc de multiplier la connaissance que nous avons ensemble de cette flore, évidemment, pour faire émerger des solutions en matière de conservation et d'études. Merci beaucoup, Madame la directrice générale déléguée. Je salue d'ailleurs plusieurs membres du département innovation de l'IRD qui sont présents ici, qui sont mobilisés hier, et beaucoup de chercheurs Absolument. À ce lab. Je les remercie aussi. Oui. Et effectivement, le partenaire avec l'IRD, qui est notre partenaire scientifique, est vraiment essentiel, et l'IRD qui est très engagé en Afrique, et notamment dans la coopération avec les instituts de recherche africains. On peut applaudir Madame la directrice générale déléguée. Merci beaucoup, Corinne. Je me tourne vers vous, Monsieur le vice-président Réau, Didier Réau. Avant de dévoiler les recommandations du lab, ma première question, c'est vous avez, vous, à cœur ces sujets de solutions fondées sur la nature, le biomimétisme. D'ailleurs, c'est l'intitulé de votre délégation. Que pensez-vous de ce genre d'exercice? De mettre autour de la table les startups, les scientifiques, les collectivités, pour trouver des solutions partagées entre les 2 rives de la Méditerranée en matière de lutte de préservation de la biodiversité, de mettre le digital au service de la nature. Comment est-ce que vous voyez ce travail qui se renouvelle, parce que c'est la 2e édition où nous faisons ce lab de co-construction? Oui, d'ailleurs, merci de l'avoir organisé une nouvelle fois et de travailler aussi bien pour faire partager des expériences et des objectifs, des enjeux. Et ça a été la première partie du travail hier, c'était d'identifier les enjeux et les objectifs généraux qui nous étaient dévolus. Je crois qu'au-delà de la coopération entre les rives de l'Europe et de l'Afrique, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs, c'est un enjeu qui nous concerne également, qui nous concerne ici, en France, en Europe, parce qu'on a du mal, finalement, à sortir de nos silos et à pouvoir, finalement, mettre en commun ce que nous savons
déterminer ce que nous ne savons pas et vers quel objectif on doit aller. Patricia l'a dit, c'est encore trop peu répandu chez nous, et donc il y a évidemment un travail d'introspection, si je puis dire, à faire déjà dans des pays qui sont pourtant bien dotés en matière de recherche scientifique, bien dotés en termes de budget, bien dotés en termes d'organismes de tout genre, d'agences d'État, etc., qui doivent nous permettre d'abord d'acquérir de la connaissance, de la partager et de la mettre en application. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors, pour les solutions fondées sur la nature, c'est encore moins le cas, puisque on hérite d'années 70, 80, 90, où l'homme était tout puissant, était en capacité de tout résoudre, de maîtriser la nature, et malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est bien le cas, par exemple, dans les domaines de l'eau, des inondations, etc., où on s'aperçoit que l'infrastructure ne peut pas tout régler, et qu'on revient finalement à des solutions issus de la nature, avec des zones d'expansion de crues, de la préservation de zones humides, de développement de la biodiversité, de la restauration de berges, de ripisylves, etc., de la désimperméabilisation. Donc tout ça revient chez nous de façon très rapide, mais très récente. Donc on a effectivement à partager avec les startups, avec les chercheurs, avec tous ceux qui ont une idée et qui savent pas comment la faire partager et avec quels moyens la faire partager. J'arrive à l'instant, c'est pour ça que je suis un tout petit peu en retard, d'une société nautique sur le Vieux-Port qui a développé avec une start-up un filet connecté qui nous permettra de récupérer l'ensemble des déchets à la sortie de l'exutoire pluvial. Alors le filet, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il est connecté et qui nous permet de voir quand est-ce que le filet est plein et qu'il est en pression, qu'il faut aller le chercher, ce qui n'est généralement pas le cas. Et donc, c'est une start-up qui l'a développé et que nous avons aidé. Alors, sur la partie solutions fondées sur la nature, c'est une délégation nouvelle en termes de titres. En fait, elle est basée sur une compétence des départements qui est l'acquisition, l'entretien et la gestion des espaces naturels sensibles, ainsi que la valorisation de la biodiversité qui s'y trouve. Valorisation par la connaissance, par une bonne gestion des espaces, mais aussi par la sensibilisation de nos publics. Et c'est directement issu du Congrès mondial de l'UICN. Nous avons voulu marquer le fait que le Congrès mondial étant là et que les solutions fondées sur la nature étant un terme et une idée, un concept développé par le comité français de l'UICN au département des Bouches-du-Rhône, nous avons voulu marquer le coup. Donc hier, ce travail, il a été basé notamment sur la définition des enjeux, mais Patricia les a donnés tout à l'heure, et puis la définition des objectifs. Il y avait 5 enjeux qui ont été définis, très clairement, qui étaient de favoriser la connaissance du vivant et l'interdisciplinarité. Donc, ce qui a été recommandé, c'est de mettre en place davantage d'actions multi-acteurs et animer le dialogue entre tous les acteurs et tous les niveaux. Ça vaut évidemment pour l'Afrique, mais ça vaut aussi pour chez nous. Donc, on a, rassurez-vous, Madame la Ministre, vous n'avez pas de retard dans ce domaine-là, et nous n'avons pas d'avance, et nous n'avons pas de conseils à donner. Nous avons juste à partager un certain nombre de solutions que, d'ailleurs, vous êtes en capacité de nous faire apprendre grâce à cette grande muraille verte. Parce que c'est un événement exceptionnel de créer un couloir tel que celui-ci au cœur de l'Afrique et voir comment, finalement, des idées, des concepts peuvent, finalement, s'appliquer directement sur le terrain. Et je pense qu'on aura beaucoup à retirer de cette expérience-là. L'enjeu numéro 2, c'est d'évidemment remettre le vivant au centre des stratégies pour favoriser la diversité et la résilience. Je ne m'étends pas dessus, tout le monde sait ça maintenant. Il s'agit de sensibiliser, d'acculturer, de faire du lobbying et du plaidoyer pour instaurer finalement la question du vivant à tous les niveaux. Et puis, j'allais dire que c'est vraiment, ça doit devenir une conviction de chacun. Donc il doit y avoir effectivement un enseignement dans les écoles, une sensibilisation dans tous les cercles où les enfants peuvent aller. Je pense notamment aux centres aérés, aux centres de vacances, aux colonies de vacances, dans les associations, etc. Ça doit faire partie finalement de chaque activité. Et pour les entreprises, c'est aussi bien sûr sensibiliser les chefs d'entreprise, les cadres et l'ensemble des employés et sortir d'une logique RSE où finalement on fait du greenwashing rapidement. Sur le 3, enjeu, on est sur valoriser pour les préserver l'ensemble des forêts et des systèmes écosystémiques forestiers, mais plus largement en fait tous les systèmes écosystémiques, parce que si on prend
l'écosystème marin, on a un système aussi sous-marin de plantes sous-marines. Et je veux citer ici l'herbier de Posidonie, qui est un système écosystémique à lui tout seul et qui permet aussi la captation de carbone. Donc il faut penser que quand on protège la biodiversité, on protège, comme l'herbier de Posidonie par exemple, parce que je suis plus spécialiste du marin que du terrestre, je vais vous le dire, comme ça c'est plus simple, ça permet d'avoir une nurserie, ça permet d'avoir un garde-manger, et puis c'est aussi un puits de carbone qui est nettement plus performant, si je puis dire, qu'une forêt tempérée, 7 fois plus, et qu'une forêt tropicale, 5 fois plus, en captage de carbone. Donc on a aussi à apprendre de ça, et on a redécouvert finalement cette plante sous-marine, et qu'on essaye de préserver pour mieux la renforcer. Et puis l'enjeu 4, c'est encourager des formes de gouvernance partagée par une solidarité planétaire. La crise sanitaire nous montre bien que si on ne travaille pas tous ensemble sur des questions sanitaires, environnementales, écologiques, de connaissances scientifiques, eh bien, nous n'arriverons pas à sauver cette biodiversité et finalement à profiter des bienfaits qu'elle peut nous procurer. Et c'est tout ce que disait Patricia, il faut savoir observer la nature et à peu de frais appliquer finalement ce qu'elle nous enseigne. C'est ce que savaient faire beaucoup de nos anciens d'ailleurs. Et on n'en a pas profité finalement que ce qu'ils racontent, la tradition, l'histoire, tout ça, l'expérience du vivant, de l'agriculteur, tout ça ne comptait plus. Et puis finalement, on y revient parce qu'on s'est aperçu que c'était très peu onéreux et que c'était des solutions fondées sur la nature et qui nous permettaient de bien vivre notre planète. Et puis l'enjeu 5, pour arriver à tout ça, il faut effectivement renforcer l'acquisition de la connaissance. Ça veut dire qu'il nous faut des chercheurs, ça veut dire qu'il nous faut des observateurs, ça veut dire qu'il nous faut des sachants, des agents de terrain. Moi, dans le parc national des Calanques, j'estime que nous n'avons pas assez d'agents qui font de la collecte de données, qui font de l'observation et qui transmettent de la connaissance. Alors, des applications comme la vôtre, comme d'autres, fournissent de la connaissance citoyenne, si je puis dire. Et à la métropole, par exemple, nous avons développé un atlas de la biodiversité qui a été, bien sûr, acté sur l'ensemble des connaissances que nous avions, mais aussi sur la participation citoyenne, parce que l'acquisition de la donnée, la vision de la biodiversité, elle se fait bien sûr dans des espaces naturels, elle se fait au coin de sa rue, au bas de son immeuble, au fond de son jardin. Et on a redécouvert dans les Bouches-du-Rhône des espèces dont nous n'avions pas connaissance, ou en tout cas dont les scientifiques ne supposaient pas qu'elles étaient encore là, parce que des citoyens l'ont observé au fond du jardin, ou au bas de leur immeuble. Et donc on intègre tout ça dans nos connaissances de la biodiversité, et je pense qu'il faut arriver à mobiliser la population pour qu'elle nous aide à acquérir ces connaissances. Voilà, il n'y a pas que les scientifiques qui peuvent faire cette acquisition. Donc voilà, les travaux, c'est vraiment qu'on puisse partager les uns et les autres, à chacun à notre niveau, nos connaissances, nos process, nos méthodes, et puis la façon dont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre. Et là, ça fait partie de la coopération que nous avons à avoir entre, effectivement, l'Europe et l'Afrique. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Didier Réau. Je vous demande d'applaudir Monsieur Didier Réau, vice-président du conseil départemental qui a démarré et qui a fait la restitution. Mais le débat continue. On va le poursuivre parce qu'on va passer justement à la question de cette alliance entre l'innovation, le digital, la nature. Est-ce que ça peut être aussi des accélérateurs d'idées et aussi quelque chose qui peut rapprocher l'Europe et l'Afrique? Et ce grand projet emblématique que vous avez évoqué, monsieur le vice-président, c'est ce projet de Grande Muraille Verte. Et ça m'intéressera aussi d'avoir ton regard, Ange, et aussi le tien, Patricia. Et bien entendu, je vais me tourner vers vous, Madame la Ministre, puisque vous êtes véritablement experte et sur le terrain. Mais avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, je vais me tourner vers Sarah Toumi. Sarah Toumi, qui pilote l'Agence des Nations Unies et l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. Sarah, qui est très impliquée sur cet enjeu. Aujourd'hui, Sarah, vous accélérez les projets qui visent à nourrir cette Grande Muraille Verte. Ce grand projet sahélien qui est très soutenu au niveau des chefs d'État, au niveau des Nations Unies, au niveau des bailleurs. Comment aujourd'hui le digital, l'entrepreneuriat, les solutions fondées sur la nature et cet état d'esprit qui a été évoqué et qui fut notamment cet état de co-intelligence durant le lab d'hier
peuvent servir cette initiative qui doit véritablement changer la face du continent africain et véritablement impacter fortement des pays, notamment comme le Tchad. Bonjour à toutes et à tous. Merci Samir pour l'invitation. Donc, comme vous le disiez, la Grande Muraille Verte, l'initiative de la Grande Muraille Verte, c'est un projet, d'abord un projet politique emblématique créé par l'Union africaine en 2009, qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030 dans 11 pays du Sahel, donc toute la bande soudano-sahélienne qui part de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Et donc ce projet a maintenant un peu plus de 10 ans et peine un peu à avancer. C'est pour cela qu'a été créé en 2021, suite au One Planet Summit Biodiversité, l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, qui est donc basé au sein de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Bonn en Allemagne, qui a pour mission de coordonner les efforts. Alors, vous l'avez dit, des solutions, il y en a plein. Il existe sur le terrain de nombreuses organisations, que ce soit des startups, des ONG, des acteurs des territoires, qui ont des solutions et qui les mettent en œuvre à des échelles différentes. Il y a également une volonté politique au niveau des États, d'abord, de la Grande Muraille Verte. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, les chefs d'État des 11 pays membres de la Grande Muraille Verte se sont réunis pour nommer d'ailleurs un nouveau secrétaire exécutif qui vient du Tchad, donc je félicite Madame la Ministre, mais également pour imaginer et concevoir la stratégie à venir. Et cette stratégie, elle passe évidemment par la mise en place de technologies qui vont faciliter la coordination, qui vont faciliter la communication déjà entre les différents acteurs, puisqu'on le voit bien, on peut avoir toute la bonne volonté du monde en tant qu'État, si on n'arrive pas à connecter cette volonté politique avec les attentes et les besoins des acteurs de terrain qui font réellement la Grande Muraille Verte, on n'y arrivera pas. Et donc, au niveau de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, nous travaillons actuellement sur une plateforme digitale qui vise d'une part à collecter les données de terrain et à collecter les données des différents acteurs, que ce soit les acteurs donc non étatiques, les ONG, les entreprises, la science, les représentants des collectivités territoriales, mais aussi les agences nationales de la Grande Muraille Verte et des partenaires financiers internationaux qui se sont engagés, je le rappelle, à débourser une enveloppe de 19 milliards de dollars d'ici 2025. Mais pour pouvoir débourser cet argent, il faut qu'on ait accès à des données. Donc c'est le rôle de cette plateforme qui va permettre d'harmoniser l'accès aux informations, les analyser, de mieux orienter les stratégies des pays, mais aussi des acteurs de terrain. Par ailleurs, il y a un besoin donc, d'accès à l'information plus généraliste. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de la Grande Muraille Verte, dans les différents secteurs, à différentes échelles? Et donc là encore, cette plateforme, elle vise à répondre à ce besoin. Et enfin, connecter les opportunités et les projets. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les partenaires financiers peinent à identifier des projets qu'on appelle les bankable projects dans le monde de la finance internationale. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais c'est parce que ces projets aujourd'hui ne sont pas formatés aux attentes des partenaires financiers internationaux. Et c'est là notre rôle au sein de l'accélérateur, c'est d'identifier des outils, des mécanismes. Et donc, évidemment, le digital, à travers cette plateforme que nous sommes en train de créer, va, je l'espère, changer rapidement la donne. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Sarah Toumi. On peut applaudir Sarah Toumi, qui est la coordinatrice de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. Je me tourne directement vers vous, Madame la Ministre, parce que ce projet vous concerne directement. Le Tchad est un des pays qui est directement concerné par la Grande Muraille Verte. On a vu que 2 millions d'acacias ont été plantés entre 2016 et 2019 au Tchad sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, pourquoi ce type de projet est important pour le développement de la biodiversité, mais aussi le développement économique du Tchad, et quel rôle l'innovation doit jouer au niveau du Tchad
pour cette Grande Muraille verte et comment faire collaborer ce qu'a évoqué, ce qui est ressorti du Tchad, du lab au Tchad, c'est-à-dire la coopération entre les chercheurs, les startups et les élus et les collectivités. Alors, pour abonder dans le même sens que Sarah, j'aimerais dire ici que l'Agence nationale de la muraille verte est la représentation au Tchad. Et il faut dire que le Tchad a été le premier pays à accueillir la représentation régionale. Et cette représentation a été implantée plus tard en Mauritanie. Il faut dire aussi ici que l'Agence de la muraille verte est un outil très important pour la conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, au Tchad, l'expérience montre que cet instrument a du potentiel. Et le potentiel s'est exprimé. Entre 2016 et 2019, c'est plus de 2 millions de plans qui ont été réalisés au niveau de la zone. 2 millions, on peut estimer que c'est peu, vu l'étendue de la zone que représente le site d'implantation du programme de la muraille verte. Mais en même temps, c'est beaucoup de choses pour des populations qui vivent dans un milieu où elles font face aux effets des changements climatiques. Il faut dire qu'en si peu de temps, l'Agence nationale de la muraille verte a pu restaurer plus de 35 000 hectares de terres dégradées. Et lorsque vous êtes en milieu sahélien et en milieu saharien, ne serait-ce que restaurer 10 mètres carrés de terres dégradées, ça donne aux ménages des moyens de subsistance. Et donc 35 000 hectares, c'est quelque chose d'important. Et surtout que ça concerne la zone du lac et du Kanem. On connaît aujourd'hui que le lac est un écosystème important pour le monde, mais en même temps, nous voyons que lorsque un instrument comme l'Agence de la muraille verte intervient, il permet vraiment de résoudre un certain nombre de problèmes. À travers cette expérience, il a été créé 7000 emplois permanents et saisonniers. Ça veut dire que cela a de l'impact. À travers les résultats, les ménages peuvent produire des produits du point de vue alimentaire, mais aussi s'assurer que le secteur de l'élevage puisse se développer. Grâce à cette expérience, il y a eu au moins 10 fermes agricoles communautaires intégrées qui ont été créées. Une ferme qui permet aux populations et aux ménages de pouvoir apprendre à faire face, à s'adapter aux impacts des changements climatiques. Il y a eu aussi la vulgarisation des foyers améliorés, il y a eu des équipements fournis aux ménages, il y a eu des micro-projets financés, et il y a eu la distribution d'intrants. Je m'arrête sur la question des intrants. Aujourd'hui, avec la variabilité de la pluviométrie, avec la dégradation des sols, il est important pour les populations et les ménages des zones aussi arides de disposer de la semence améliorée. Et ce projet permet de fournir des intrants agricoles à ces ménages qui sont souvent démunis. Mais de manière plus globale, dans cette zone de réalisation, de mise en œuvre des interventions de l'Agence de la muraille verte, il y a d'autres interventions complémentaires qui interviennent pour renforcer les capacités de résilience des ménages, en ce sens où il y a la possibilité de mettre en place des informations à l'attention des ménages. Lorsqu'il y a variabilité, il y a certainement un besoin d'encadrement des paysans, et ces paysans ont besoin, les producteurs ruraux ont besoin d'informations, ils ont besoin de formation, ils ont besoin aussi
de valoriser les productions qu'ils ont. Ce qui permet à ce niveau de bâtir une stratégie en ce qui concerne l'économie numérique. On a aujourd'hui au Tchad le projet d'appui à la productivité et à l'agriculture durable qui a développé tout un système d'information, un data center qui permet aux producteurs, lorsqu'il y a des problèmes, d'envoyer un message et de demander un appui à un animateur rural. Lorsque l'animateur rural n'est pas à mesure de répondre au producteur, alors il est fait recours à un spécialiste, un phytosanitaire, je ne sais pas, dans le domaine de suivi particulier concernant une culture donnée, pour avoir une réponse. L'économie numérique peut forcément jouer un rôle. Et lorsqu'on est dans un pays où la question de l'employabilité est un défi majeur, l'économie verte permet de garantir la protection de la biodiversité. En 2050, entre 2030 et 2050, le Tchad, par exemple, fera face à un problème d'employabilité qui va concerner 2 millions de jeunes. Et donc, l'économie verte est un moyen de promouvoir l'accès à l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'exercent dans le domaine. Ils ne participent pas à ce sommet, mais ils sont nombreux. Ils foisonnent par des projets qui concernent la maîtrise d'eau, qui concernent le secteur énergétique et éolien, qui concernent la transformation des produits, parce que la transformation et la conservation des produits est un domaine aussi précieux en ce qui concerne le changement climatique. Et donc, il y a de la matière. Bien sûr. Et donc, on devrait travailler dans le sens de promouvoir toutes ces idées de projets, mais aussi ces jeunes start-up qui s'exercent dans la zone sahélienne et dans la zone de mise en œuvre des interventions de l'Agence de la Muraille Verte pour partager davantage cette expérience. Et d'ailleurs, il y aura un atelier spécial écosystème start-up au Tchad cet après-midi sur le Stage 4 en digital sur la plateforme, et nous accueillons une délégation digitale de start-up tchadienne. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On peut applaudir Madame la Ministre de l'Innovation du Tchad. Je vais vous demander de jouer le jeu en 1 minute chacun, 1 minute, de nous dire un petit peu au lendemain du congrès de l'UICN, au lendemain de la COP26, comment traduire, avec tout ce qu'on a discuté hier durant le lab, comment traduire les intentions en actions concrètes aujourd'hui en 1 minute. Un exemple, au Sénégal, des femmes, un CIE de femmes qui font du maraîchage sont venus nous voir parce que l'eau est trop précieuse pour ne servir qu'une fois. Donc on fait des bassins, on met des poissons dedans. Comme ça, elles ont protéines, vitamines et micronutriments. On ramène la nourriture au cœur des villages, donc on ramène la biodiversité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est allé les aider à faire les premiers bassins, et maintenant on a des capteurs dans les bassins, et ça sonne à l'Institut, donc dans le Var. On a les constantes de la qualité de l'eau, et on les aide, soit par visio, soit par... on surveille les constantes des bassins pour garder les poissons en bonne santé. Ramener la biodiversité au cœur des villages, au cœur des villes, faire du maraîchage urbain. Enfin, il faut ramener le vivant parce que c'est vraiment notre seul bouclier. Et j'inclus l'océan dedans, c'est notre seul bouclier contre le changement climatique. On va avoir des périodes de famine terribles, et ramener le vivant, c'est ramener la nourriture, c'est ramener les vitamines, c'est ramener de la protéine qui n'a pas fait le tour du monde. L'innovation, c'est aussi aller travailler avec les insectes, arrêter de pêcher des poissons partout pour faire des farines de poissons. Il faut faire des farines d'insectes aujourd'hui à qui on donne notre déchet alimentaire. Il faut que les sociétés humaines gardent entre elles toutes les vitamines, protéines et micronutriments et l'eau, et qu'on l'utilise beaucoup plus sagement. Et Merci. Ça, c'est grâce au digital qu'on peut le faire. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. On applaudit Patricia Ricard pour son mot de la fin. Monsieur le vice-président, en 1 minute, comment passer des intentions aux actes ? Comment passer des intentions aux actes ? Alors, il faut beaucoup de volonté, d'abord. Et puis, je pense que cette volonté, elle commence vraiment à être partagée. D'abord parce qu'il y a une prise de conscience à la fois individuelle et collective, parce qu'il y a aussi des messages qui sont lancés au niveau régionaux, nationaux, internationaux, et les conférences diverses et variées, le congrès mondial IUCN ici,
a été un message fort pour effectivement faire se mobiliser l'ensemble des acteurs sur la biodiversité et la nature. Et cette biodiversité et la nature, elle s'exprime dans quantité de lieux. Moi, je voudrais prendre un exemple ici, dans ce département, qui a été trop souvent artificialisé, utilisé pour l'économie, pour finalement de l'implantation urbanisée, etc. C'est l'étang de Berre. L'étang de Berre est un formidable terrain de jeu, si je puis dire, mais au sens noble du terme, pour voir comment nos principes de régénération de la nature peuvent se mettre en place. Il est au confluent au confluent de deux bassins versants, finalement, celui de l'Arc et de la Durance. Il a quantité d'étangs associés et il a une salinisation qui est mise en péril par un apport d'eau douce extrêmement important, qui est issu de l'hydroélectrique pour produire de l'énergie. Et comment on fait pour que finalement, tout en continuant, en ayant une activité économique, à produire de l'énergie, on préserve le milieu et qu'on puisse préserver les zones humides qui y sont associées. Il y a une question tout autour de cet étang de Berre de l'approvisionnement en eau potable et agricole qui va se faire jour et qui commence déjà à se faire jour puisqu'on a des territoires qui marquent un manque d'eau et qui sont en perspective de manque d'eau. Donc on a toute cette logique à mettre en musique avec l'ensemble des acteurs. Alors, ça vaut pour les collectivités, ça vaut pour les industriels, les agriculteurs, chaque habitant. Tout à fait. Et c'est aussi un moyen de pouvoir montrer qu'on est capable, entre guillemets, de réparer nos erreurs, et je l'espère assez rapidement. Et dernier point, c'est aussi une question avec une meilleure gestion de l'eau sur l'ensemble des bassins versants, de protection des populations dans leur sécurité. Parce qu'en ayant une réflexion basée sur la nature, on est aussi en lutte contre les inondations et on prévient, en tout cas on essaye de minimiser la vulnérabilité du territoire et les risques pour les habitants. Merci beaucoup. Merci Monsieur Didier Réau. On peut l'applaudir. Et je passe la parole directement à Corinne Bruno-Meunier, directrice générale déléguée de l'IRD, en 1 minute. Merci beaucoup. Oui, 1 minute, c'est à la fois énorme et peu. D'abord pour dire que l'IRD, évidemment, fait sien tout ce qui a été dit sur l'innovation, le lien avec la science, évidemment l'employabilité, parce que c'est important aujourd'hui en utilisant au mieux l'économie verte. On a parlé d'une application, mais c'est évidemment un élément parmi des centaines que gère l'IRD lorsque, dans ces laboratoires, on recherche avec nos partenaires en Afrique des solutions pour préserver la biodiversité. Et je voudrais juste, puisque je peux le faire en conclusion, dire 2 choses. D'abord que pour travailler encore mieux, il faut avoir des sciences ouvertes. Les sciences ouvertes, eh bien, c'est ce qui permet de mettre à disposition des partenaires et de la société eh bien, des publications scientifiques, des données scientifiques. L'IRD, depuis plus de 30 ans, a ouvert ces publications. Elles sont en accès direct. Aujourd'hui, la France et l'Europe font sienne cet objectif. Il y a un plan national de la science ouverte. D'ailleurs, la ministre Vidal est venue en juillet faire le bilan du plan national français. Elle l'a fait devant le CEREG, le Centre européen de recherche en géosciences de l'environnement, ici implanté à Marseille. Ça, c'est très important. Nous allons continuer dans ce sens parce qu'on ne pourra pas trouver des solutions sans aussi la science et l'accès à ces données. Et le deuxième point, c'est les sciences participatives. Encore une fois, l'UICN l'a montré. Nous avons énormément de concitoyens, individus, ONG, associations, qui ont envie de mettre à disposition leurs connaissances. Vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, il y a beaucoup d'observateurs, notamment de la biodiversité. Et donc, ces sciences participatives, eh bien, elles s'organisent aujourd'hui. Elles s'organisent avec une plateforme qui s'appelle l'Alliance Sciences-Société, à laquelle l'IRD participe. Il y a toutes sortes d'initiatives qui fleurissent en France, les boutiques de la science, les plateformes pour le climat. Et donc, ces sciences participatives, nous les portons, nous, à l'IRD, à travers nos équipes, avec bien évidemment nos laboratoires, chez nos partenaires au Sud. Nous travaillons ensemble à développer ces 2 volets qui nous permettent d'aller plus loin dans l'utilisation des travaux de l'IRD en particulier. Merci beaucoup. On peut applaudir la directrice générale déléguée de l'IRD. Merci beaucoup. Ange, le mot de la fin. Merci Samir. Je vais conclure par un appel à l'action. L'Afrique est un continent en pleine croissance et dans sa modernisation, l'Afrique va beaucoup consommer.
va beaucoup se transformer et cette transformation-là a énormément besoin en fait de projets pilotes. On parle aujourd'hui de biomimétisme, de biodiversité, et si on ne passe pas à l'action, toutes ces théories, toutes ces études qu'on mettra en place n'aboutira forcément pas. Donc il est grand temps de passer à l'action, de commencer avec un projet pilote, de mettre l'innovation au cœur de ces projets pilotes-là, avoir des résultats, et ces résultats-là permettront le passage à l'échelle pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, et l'ensemble de ces actions-là, on atteindra nos objectifs. Merci beaucoup, Ange. Un grand merci. Sarah, si tu es là, je pense qu'on n'a plus le temps, mais Sarah, si tu peux apparaître à l'écran et nous entendre en 30 secondes, si tu peux nous donner un petit mot d'espoir et conclusif. Pour conclure, je dirais que au niveau de la Grande Muraille Verte, on l'a vu, ça a été un exemple en 2021 de lobbying à haut niveau. L'ensemble, vous avez vu que vous avez pu entendre lors des différents événements internationaux, le Congrès du Ciel, la COP26, le One Planet Summit, que les chefs d'État se sont engagés, que ce soit le président de la République ou les chefs d'État des 11 pays de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, pour passer à l'action, on attend que les acteurs non étatiques s'engagent. La volonté politique est là et désormais, on attend que les solutions remontent. Et pour qu'elles remontent, il faut communiquer avec les institutions, UNCCD, les ministères, les agences nationales de la Grande Muraille Verte, pour qu'ensemble, on arrive à construire, on arrive à se parler, à travailler ensemble. Merci beaucoup, Sarah. On applaudit beaucoup Sarah Toumi et Ange également, qui avaient donné ce mot de la fin. Merci beaucoup, Sarah. Je vous demande d'applaudir tous nos panélistes et nous les remercions pour leur partage d'expérience. Madame la ministre de l'Innovation du Tchad, Monsieur Didier Réau, vice-président du département, Patricia Ricard, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Corinne Bruno-Meunier et Ange Balma et bien entendu Sarah Toumi. Merci à vous. On va faire la petite photo de famille et ensuite on passe directement au prochain plateau qui sera modéré par Yves Delafont. Merci à vous.